Et bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc aujourd'hui et ce soir surtout, on va faire la vidéo d'entre-deux tours pour ces élections législatives 2022. On va faire à la fois le point sur les résultats du premier tour et dire ce qu'il en est pour le second tour. Je tenterai de faire bien évidemment une vidéo bilan après les résultats du second tour, quand j'aurai le temps, parce que ça a été une élection et puis surtout une période électorale 2022 avec la présidentielle très très intéressant. Beaucoup de choses, certains paradigmes un petit peu nouveaux qui sont apparus dans la politique française et même dans la société française, on va voir ça. Mais là, pour cette vidéo, on va surtout parler de cet entre-deux tours, donc on va faire un petit point sur le premier tour et voir un petit peu ce qui se passe pour le second tour. Allez, c'est parti, j'affiche la fenêtre. Hop, j'enlève le logo. Donc normalement, vous voyez la fenêtre pour les législatives, enfin Wikipédia. Je m'y rends moi aussi. Et comme vous pouvez voir, j'ai prévu plusieurs onglets. Donc on va voir peut-être plusieurs choses. Donc on va recommencer déjà par les résultats. Donc une fois n'est pas coutume, pour ces élections législatives, les instituts de sondage ont plutôt vu juste. Je dis une fois n'est pas coutume parce qu'en général, c'est à l'élection présidentielle qu'on a à peu près des résultats à peu près corrects de la part des instituts de sondage, alors qu'au législatif, c'est souvent un peu plus aléatoire, parce que c'est vraiment plus compliqué de sonder une élection législative, parce que c'est tout simplement 577 élections, en plus des 11 mini-élections pour les députés de l'étranger. Et donc finalement, avec 26 et 26% pour la NUPS et Ensemble, on a été plutôt pas trop loin. Bon, il y avait certains écarts qui étaient même 28. On pourra noter Cluster 17 qui donnait aux alentours de 30%, qui ont fait un écart plus gros. C'est pas très étonnant, ils ont eu aussi quand même des écarts assez importants pour la présidentielle. Donc voilà ce qu'on peut dire. On pourrait aussi revenir sur la mini polémique, enfin ça fait énormément de bruit, mais c'est assez surprenant, énormément de bruit pour attribuer 0,4%, sachant qu'en plus les élections, les résultats officiels sont rarement ceux que les gens voient. Ce qu'ils voient, ce sont surtout les, les prédictions des sondages juste aux 20h. Ce ne sont pas vraiment des résultats officiels, c'est simplement des instituts qui ont sondé des bureaux clés qui ont déjà fermé à 18-19h, donc à 19h maintenant, et qui font des projections à l'échelle nationale, qui sont plus ou moins fiables. Alors à la présidentielle même, pas tant que ça. Pour la présidentielle, il y avait quand même des écarts. Mais souvent c'est ça, et c'est ça que les gens retiennent comme étant le résultat. Et donc la polémique était liée sur la couleur officielle des candidats, sachant que certains candidats étaient apparentés, d'autres ne l'étaient pas ou pas tout à fait parce que les accords NUP ne concernaient pas tout le monde. Ces débats en général n'ont pas lieu tout simplement parce que comme ce n'est que pour les résultats officiels qui apparaissent souvent au petit matin ou très tard dans la nuit, les gens, ce qu'ils ont vu, ce sont les projections sorties des urnes des instituts de sondage. Et on pouvait avoir, notamment à l'époque de l'UDF et le RPR, des chaînes qui présentaient les deux ensemble ou avec une petite subdivision, d'autres qui les présentaient séparément, et puis chacun faisait son calcul. Donc voilà, ces petits retours. Donc c'était la petite anecdote du lendemain du premier tour avec cette polémique pour ça. Alors ce qui était en jeu, c'était qui était premier. Bon, on peut vraiment dire que c'était ex aequo, hein. Vu les chiffres, ça se joue à même pas 0,5%, donc voilà. En plus, c'est pour des législatives, c'est pas vraiment ça qui va faire la partisan, justement, on va y revenir plus tard. Donc est arrivé en troisième position donc le Rassemblement National, qui là pour le coup peut avoir quelques remords par rapport notamment à Reconquête, mais pas que. Il faut savoir que le Rassemblement National s'est fait un petit peu vider de ses cadres par Reconquête. Bon, c'était un petit peu la même chose pour LR. Et du coup, le Rassemblement National s'est présenté avec des candidats qui étaient parfois assez amateurs et et moins bien préparés que d'habitude. On a pu voir que donc maintenant au Rassemblement National, hormis Marine Le Pen, il y a surtout Jordan Bardella. Les autres cadres sont pour la majorité partis vers Reconquête, rejoindre Zemmour. Donc n'ont pas participé à l'élection pour le Rassemblement National. Et donc tous ces cadres-là qui avaient de l'expérience en politique, ça faisait 15 ans que Marine Le Pen faisait monter son parti politique pour que
pour avoir quelque chose qui puisse paraître, on parle de dédiabolisation, mais en même temps que de dédiabolisation, il s'agissait de paraître de plus en plus sérieux. C'était l'autre enjeu du Rassemblement national, et donc finalement cette élection présidentielle avec le départ des cadres fait que c'est un retour en arrière, c'est que tout ce qui a été fait durant 15 ans au niveau du Rassemblement national semble être à reconstruire, et on a pu voir des scènes assez hallucinantes de candidats du Rassemblement national qui n'arrivaient pas à répondre à des questions extrêmement basiques et qui mettaient un petit peu le malaise sur les plateaux de ce fait-là. Donc voilà, donc du coup, entre ça plus l'éparpillement des voix, le Rassemblement national n'a fait que 20%. Comme la participation avait été assez faible, donc c'est 50% de participation environ, je crois même un peu moins, la barre des 12% est atteinte assez rarement par le Rassemblement national. Le score était très différent, sans reconquête et sans ce que je vous ai dit à l'instant. Pour LR, ils le limitent à la casse par rapport à la présidentielle, mais ils vont perdre la moitié de leurs députés. Donc c'est un coup dur, et puis surtout la zone des 10%, j'avais eu l'occasion de le dire durant la présidentielle, un parti à 10% en France ne reste jamais longtemps à 10%. Soit il monte, il revient à 20%, donc typiquement on a le cas avec la France Insoumise, donc parti de gauche à l'époque, qui était autour de 10% en 2012 et qui finalement a continué à monter, donc il est maintenant aux alentours de 20-25% comme on peut le voir. Et on avait le cas inverse avec le Parti communiste qui était passé de 20% à 10% dans les années 80-90 et qui a continué à baisser après pour devenir un parti assez petit. Et malheureusement pour les Républicains, c'est probablement la trajectoire sur laquelle ils sont, c'est-à-dire qu'ils étaient un parti géant puisqu'ils représentaient à la fois l'ancien UDF et l'ancien RPA, donc normalement ça représentait 40% du socle électoral français. Et ils sont passés déjà en 2017 autour de 20%. Et là, ils continuent à décru à 10%. C'est vraiment une zone extrêmement dangereuse. D'ailleurs, si jamais on proposait à certains membres des Républicains de participer à un gouvernement ou à la majorité, ça m'étonnerait qu'ils résistent longtemps, puisque les Républicains, c'était vraiment une écurie, soit président, soit ministre. C'était l'avantage de ce parti, c'est qu'à partir du moment qu'on était un cadre du parti, on avait toutes les chances d'avoir au moins un poste ministériel. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc ça risque de poser un gros problème pour ce parti politique. Les autres partis, comme cela indique, donc je vais revenir un petit peu maintenant sur LREM. Alors, il est rare que les partis, donc là on va faire un petit peu d'histoire. Il est rare qu'un parti majoritaire conserve sa majorité telle qu'elle. Souvent, lorsqu'elle est reconduite, elle diminue. On peut voir qu'il y a parfois des pics d'augmentation. Souvent, c'est lié à un événement assez exceptionnel. Typiquement, en 1968, donc là, on voit qu'à l'élection de 67, la majorité diminue, donc à stéroïde, il y a de la création de majorité. Donc là, on voit là très bien 58-62, puis 62-67, donc la droite qui diminue, 67-68 qui diminue encore, et hop, et là c'est mai 68 qui a servi d'électrochoc, qui a fait que la droite a repris une très grosse majorité, ce qui n'était pas le cas auparavant, et après, une fois ça, ça rediminue petit à petit. Donc là, le parti violet, c'était un parti centriste qui après va rejoindre donc l'UDF, on peut considérer donc du centre ou du centre droit par la suite. Donc là, on voit ici que ça se fait, et là encore, on voit que, bon ici ça se maintient un peu, mais ça rediminue un petit peu. Et voilà, donc là en 78, ça avait rediminué. Et donc après, c'était un renversement de majorité en 1986. Même François Mitterrand, malgré le fait qu'il y avait une cohabitation entre deux, n'a pas réussi à avoir la même majorité qu'il avait eu en 1981. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez récurrent, c'est qu'une majorité s'il n'y a pas d'alternance, la majorité tend à diminuer, à être de moins en moins confortable. C'est ce qui se passe pour la République en marche, donc pour la majorité présidentielle, donc il va à l'évidence se retrouver donc avec une majorité un peu plus ric-rac et peut-être même sans majorité absolue. C'était d'ailleurs un scénario que je vous avais donné durant la campagne présidentielle, c'était dans les dernières semaines, au vu des résultats qu'il y avait, enfin des sondages à l'époque, voilà. Donc nous avons tout simplement une majorité qui va probablement s'éroder. Et on le voit dans les projections en siège, c'est-à-dire que là on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là on voit que c'est en égalité entre la NUP et LREM. Et on va voir justement
qu'en nombre de sièges, ça va pas être ça. La majorité absolue, ça sera pas pour LREM ou Ensemble, puisque bon, ça change beaucoup de noms en ce moment. Alors c'était le cas avant. Les années 70, 80, 90 ont été exceptionnelles parce qu'on a eu l'UDF, le RPA, ça resté comme ça très longtemps. Le Parti Socialiste, c'est resté comme ça très longtemps. Donc durant une bonne 3 décennies, c'était resté assez constant. Donc, mais maintenant, ça revient un peu comme avant, ça change tout le temps. Donc voilà, donc du coup, la projection de nombre de sièges, alors donc LREM devrait avoir une majorité relative ou absolue, donc c'est pas dit, donc notamment on voit que ça oscille entre les deux, on voit les projections de sièges, voilà, on les voit ici. Donc c'est 289 sièges, donc c'est parfois un peu au-dessus, un peu en dessous, on a la fourchette qui est entre les deux. Donc danger pour LRM qui pourrait devoir faire alliance avec des personnes qui ne sont pas de la majorité présidentielle. Peut-être avec LR par exemple qui va vendre très cher sa peau. C'est-à-dire que LR, pour participer au gouvernement, vont à tout prix vouloir que ça aille très à droite, enfin pas très à droite, mais beaucoup plus à droite qu'actuellement. Et on se doute bien que la NUP ne va pas vouloir participer à la majorité. Peut-être qu'il y aura quelques transfuges du Parti Socialiste ou de LV, mais ce n'est pas sûr. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les projections de sièges pour ces élections. Et on voit qu'en nombre de suffrages, ça n'a pas trop bougé. Et là, c'est vraiment le report de voix, c'est la réserve de voix. C'est-à-dire que finalement, le positionnement de la NUP, qui est quand même très à gauche, puisque c'est la France Insoumise qui domine, fait et qui, comme ça englobe déjà pratiquement toute la gauche, il y aura assez peu de transfert de voix vers la NUP. Il faudrait que ce soit des personnes, par exemple, du Rassemblement National. Donc apparemment, il y en aura qui se reporteront vers la NUP dans les duels contre LREM. Mais voilà, donc c'est ce genre de réserve de voix. Au niveau de Ensemble, donc de LREM, c'est un peu plus simple, parce que réserve de voix, c'est essentiellement les électeurs LR UDI, puisque là encore, LR avec 11% n'est que rarement présent au second tour. Et donc ça fait une grosse réserve d'électeurs qui va assez naturellement se reporter vers LREM, peut-être un peu vers le RN, mais comme le RN est justement assez faiblement positionné au second tour, ça sera vers là. Donc le positionnement plus central d'Ensemble, l'avantage dans cette élection. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Alors maintenant, on va quand même jeter un œil, revenir sur un point qui était assez surprenant. Ce sont les temps de parole. Donc voilà, donc les temps de parole notamment de la NUP. Ça c'est l'article. Voilà. Donc là, c'était en début de campagne. Donc à l'époque, le Parti Socialiste ne faisait pas partie de l'accord NUP. Ça s'est pas forcément arrangé ensuite. Voilà. Donc il y a eu pas mal d'articles qui en ont parlé. J'essaye d'en trouver, mais c'est un peu compliqué. J'ai du mal à retrouver mes sources. Désolé. Mais voilà. Donc grosso modo, le temps de parole total est tout simplement d'environ 50 à 60% pour la NUP sur le mois de mai. Au niveau de début juin, ça s'est un petit peu rétabli, mais la NUP est surreprésentée dans les médias. Et si on prend en compte les médias de plus grosse audience, par exemple, parce que bon, CNews n'est pas forcément un média de très grande audience là-dessus, la NUP domine encore plus nettement. Et on peut remarquer que ça ne lui profite pas forcément. Alors c'est assez étrange parce que ce que l'idée dans la présidentielle, c'est que Jean-Luc Mélenchon souvent fait des campagnes qui portent. C'est-à-dire qu'il arrive à convaincre, il arrive à attirer des votes à lui. Et ce n'est pas forcément ce qu'on constate cette fois-ci. C'est-à-dire que là, ils sont beaucoup plus présents dans les médias que pour la présidentielle. Et comme on peut voir, au niveau des résultats, ils ont même plutôt une baisse au fil du temps des suffrages. C'est-à-dire que certes, ils vont avoir un énorme groupe à l'Assemblée nationale, ils vont être à la première opposition, mais en représentant 25%. Et ça va être justement le même type de paradoxe qu'on avait avec l'Assemblée sortante, c'est-à-dire que le principal groupe d'opposition n'est pas forcément le principal groupe d'opposition dans l'opinion de la population. Donc on va reproduire ça. Et le deuxième point, la présence des hommes politiques dans les médias n'assure pas un succès. Et ça risque d'être un gros changement, c'est-à-dire que jusqu'ici, le débat politique se faisait énormément sur les grands médias, télévision, radio. Et là, on s'aperçoit que le fait d'être moins présent, donc c'était déjà le cas durant la présidentielle,
où Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient moins présents, ils laissaient plutôt leur lieutenant aller dans les médias, mais eux se préserver. Et finalement, ça a plutôt bien réussi par rapport, par exemple, à Valérie Pécresse et Éric Zemmour, qui ont eu des scores beaucoup plus bas alors qu'ils étaient beaucoup plus présents. Et là, pour les législatives, c'est par parti entier, c'est-à-dire qu'il y a des partis entiers qui sont très en retrait dans les médias, et on s'aperçoit que ça ne leur n'enlève pas plus d'avantages que ça par rapport, par exemple, à la NUP, qui est surreprésentée dans les médias et qui n'en profite pas tant que ça. Donc ça, c'est un point très important. Ça pourrait changer la configuration des prochaines campagnes électorales. C'est tout simplement, on pourrait en entendre moins parler à la télévision. Il y aura peut-être moins de grands débats comme on a pu connaître dans le temps. C'est un changement. Donc jusqu'ici, c'était une tradition depuis les années 70 des grands débats politiques à la télévision. On se souvient de El Kabach avec Georges Marchais, de grands moments de télévision et du débat politique. Et ça, c'était peut-être une parenthèse qui est en train de se refermer éventuellement. Donc, on aura peut-être des surprises, mais c'était la tendance de moment. Donc voilà, donc c'était là-dessus que je voulais conclure. Donc vous avez en même temps ici les derniers sondages, donc ça n'a pas trop bougé par rapport au premier tour. On se doute bien que la droite et tout ce qui est classé extrême droite vont faire des scores assez petits parce qu'ils sont très peu présents dans les seconds tours. La NUP et LREM devraient voir leur score augmenter mécaniquement, plus LREM bien évidemment pour les reports de voix. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. C'est là-dessus que je vais couper cette vidéo. Merci de nous avoir suivis, enfin de m'avoir suivi. Je parle de moi là au pluriel. Et ça veut dire qu'il faut peut-être que j'aille au lit. Non? Vous ne trouvez pas que je devrais aller au lit? Bon, là-dessus je vous dis à ciao, bye bye. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Mais attention, on est en période de réserve à partir de ce soir minuit. Donc demain, je ne sais pas si vous avez le droit, mais à partir d'après-demain à 20h, vous pouvez à nouveau commencer. J'essaierai de vous faire une vidéo peut-être, allez, lundi si tout va bien, peut-être mardi sinon, pour étudier les résultats. Et après, on va peut-être se retrouver pour parler d'autres sujets, parce que d'autres sujets, c'est passé des trucs absolument dingues durant cette campagne électorale, et ça serait vraiment dommage de passer à côté, parce que au niveau du débat, il y a une dinguerie qui moi m'étonne toujours. La configuration de la campagne aussi, puis ce dont on vient de parler, je vous en reparlerai certainement. C'est cette histoire de grosse présence médiatique qui finalement n'est plus un avantage pour un parti politique. Donc voilà. Bon, je vous dis à nouveau à ciao, bye bye, et à la prochaine. Au revoir.